Un ado qui a muté mais pas muet, un costume high-tech mais pas en toc, et un super vilain super bat. J'ai maté Spider-Man Homecoming, et on en parle tout de suite dans ce premier numéro d'AFK. Profitons de l'anniversaire du super-héros pour revenir sur ses différentes incarnations. Aujourd'hui, on s'attaque à la dernière en date. 55 ans après la création du personnage, 15 ans après ses débuts au cinéma, 5 ans après son premier reboot, voici le reboot du reboot. Après les résultats critiques mitigés du second opus de la série Amazing en 2014, Marvel Studios est revenu à l'attaque afin de négocier les droits d'exploitation cinéma du personnage. C'était sans compter sur la ténacité de Sony à conserver sa poule aux œufs d'or. Ouais, en même temps, 4 milliards de dollars au box-office mondial sur les 5 premiers opus, on crache pas dessus, non? Mais le hack historique de Sony survenu entre novembre et décembre 2014 va considérablement changer la donne. Les discussions très actives entre Marvel et Sony sont rendues publiques et cet état de fait va accélérer grandement les choses, et les négociations surtout. Ainsi, en février 2015, le deal est officiellement annoncé. Spider-Man reste dans le giron de Sony, conservant les droits, mais travaillera main dans la main avec Marvel Studios, qui aura son mot à dire artistiquement, et surtout pourra l'intégrer dans ses productions maison. On y reviendra plus longuement en évoquant les précédentes adaptations, mais exit les producteurs Avi Arad, alias Monsieur Je Force Venom à tout prix, un réalisateur qui n'en veut pas, et Matt Tolmach à l'œuvre sur les deux Amazing, alias Monsieur Mes plans pour le 3, et d'ajouter le retour de la tête coupée de Norman Osborn. Sérieusement. Ouais, c'est vraiment ce qu'ils avaient prévu. Bref, après ce retour sur les circonstances de création du long métrage, attaquons le gros morceau. Après avoir fait sa première apparition remarquée dans le MCU en 2016 dans Captain America Civil War, apparition unanimement saluée par les fans, nous voici donc en face du premier volet des aventures de Spidey 3.0. À quelle sauce allons-nous être mangés? J'ai bien envie de dire à la sauce Marvel Studios. Spider-Man Homecoming, sorti le 12 juillet 2017 de 133 minutes, réalisé par John Watts avec Tom Holland, Michael Keaton et Robert Downey Jr. Bon, c'est un secret pour personne, je suis totalement fan du personnage depuis tout petit, le dessin animé des années 90 ayant participé à mon éducation super-héroïque, et la première trilogie ayant cette place Madeleine de Proustesque dans mon cœur. Que pouvait donc apporter une troisième adaptation de suffisamment différent pour capter l'intérêt tout en restant fidèle au matériel d'origine pour s'en montrer digne? En premier lieu, l'apport énorme du film, évidemment, c'est sa connexion avec le MCU. En fait, de parler de connexion, on devrait plutôt parler de transplantation. En effet, la présentation de l'antagoniste Adrian Toomes, alias le Vautour, se retrouve liée directement aux événements du premier Avengers, qui se trouve de ce fait être le déclencheur de sa folie villénesque. Enfin, villénesque, c'est vite dit, hein. Ce qui marque le plus dans le film, c'est que tout se joue à une échelle humaine en finalité. Comparé aux Avengers et à leur catastrophe à échelle mondiale, nous avons affaire ici à des événements pour la plupart centralisés sur le quartier du Queens. Spider-Man pour le coup est réellement cantonné au quartier tel un friendly neighborhood, et même la dimension du méchant obéit à cette loi. Ici, pas d'homme représentant un danger pour le tout New York ou tentant de prendre le pouvoir sur le monde entier. Nous avons ici affaire à un homme, un simple homme, certes mauvais mais pas manichéen pour autant, souhaitant simplement faire fructifier son business afin d'assurer à sa famille le train de vie qu'il estime mériter. Du coup, la plus grande force du film paraîtrait presque pour une faiblesse aux premiers abords. En effet, au premier visionnage, je ne savais pas trop quoi penser du film. Je savais que j'avais vu un bon film, ça c'est certain, mais est-ce que j'avais vu un bon Spider-Man? C'est une des premières fois où j'ai dû vraiment revenir sur le film durant les jours qui ont suivi mon premier visionnage. Un détail me perturbait, me gênait, presque sans que je puisse mettre le doigt dessus. Alors non, c'est pas le costume high-tech qui a apparemment gêné beaucoup de personnes, puisqu'en finalité, toutes les options visibles dans le film ont été à un moment ou à un autre utilisées dans le comics. L'intelligence artificielle Karen est également un grand changement, mais permet d'exploiter une facette jusque-là difficile à exploiter au cinéma. Les conversations intérieures incessantes de Peter. Dans les premières adaptations, ce côté-là avait dû être limité à maximum sous peine d'entendre un Gus parler tout seul pendant 2 heures. Ici, le personnage peut laisser libre cours à ses pensées, se faisant renvoyer la balle par Karen sous le masque et à Ned Leeds lorsqu'il n'est que Peter Parker. Je n'étais pas vraiment déçu, mais c'est comme si j'avais attendu autre chose. En ressassant le film, c'est ensuite devenu une évidence. Homecoming nous présente un Spider-Man que nous n'avons jamais réellement vu et s'applique à déconstruire le personnage qu'on nous a présenté durant 15 ans, le héros dans toute sa splendeur et son sang-froid relatif face à des situations épiques, et admettons-le, un look très adulte et plus posé, Maguire et Garfield approchant de la trentaine pour chacune des précédentes itérations.
Ici, Tom Holland nous joue une version inexpérimentée, complètement survoltée et très proche de l'image que nous faisons des ados d'aujourd'hui. Et c'est là que je me suis demandé, est-ce qu'il est encore possible que je puisse m'identifier à un héros dont mon âge est désormais 2 fois le sien? J'aurais pu répondre par la négative jusqu'à ce qu'arrive le dernier tiers du film. Nous approchons donc du climax du film. Peter s'est vu retirer son super costume après sa prise de risque avec le ferry. Il est pratiquement prêt à raccrocher et se rend donc à la fête de fin d'année, le fameux homecoming du titre. Certains l'avaient vu venir, moi j'avoue pour ma part pas du tout, mais il se trouve que le père de Liz, le crush de Peter dans le film, n'est autre que le vautour. Ça tombe bien. Cette scène amorce une tension palpable et suffocante. Peter ne sait plus où se mettre pendant la première moitié de la scène. Toomes les accompagne en voiture et durant la discussion entre lui, Liz et Peter, se rend compte finalement qu'il est Spider-Man. Pas lui, hein, Peter, parce que sinon ça n'a aucun sens. Qui ne s'est jamais senti piégé dans sa jeunesse ou même après ne pourra certainement pas comprendre ce sentiment d'impuissance, comparable à lorsque vous faites pincer par une figure d'autorité après avoir fait une connerie. Peter se rend compte à ce moment-là qu'il n'est réellement qu'un gamin dans un monde d'adultes et que la personne en face de lui, bien que magnanime sur le moment, n'hésitera pas à le tuer s'il le faut. Peter se retrouve alors tout penaud et sur le chemin le menant à la fête, on peut réellement déceler la dualité propre au personnage. Ce moment où Spidey entre en collision avec la vie de Peter. Car tout le film s'évertue à nous le démontrer, être Spider-Man n'est pas facile pour la vie de Peter. Ses responsabilités costumées interférant sans cesse dans sa vie quotidienne. Mais Peter a ses pouvoirs, a conscience de ses responsabilités et décide donc de faire faux bond à Liz, encore une fois, et à la soirée pour faire ce qui est juste. C'est là, à mon avis, que le cœur du personnage est atteint comme jamais, encore plus après que Toomes fasse effondrer une installation sur lui. On le retrouve impuissant, implorant à l'aide de sa voix fluette, mais personne ne vient. Et ce reflet, image caractéristique du tisseur montrant la duel Peter-Spidey. Peter trouve en lui le courage et la confiance pour venir à bout de l'épreuve, reprenant un des moments forts pour moi du comics. Pour moi, c'est à ce moment-là que Peter devient réellement Spider-Man, affronte et surmonte l'adversité, et c'est exactement à ce moment-là que le film a définitivement gagné. Nous avons donc affaire à un récit initiatique pour un nouveau Spider-Man, mais sans revenir sur ses origines, ce qui pourra désarçonner certaines personnes. Mais contrairement aux précédentes adaptations qui devaient montrer cette initiation sur limite une seule moitié de film, cette version du personnage prend tout son temps pour se développer tout au long du long métrage, et on sent qu'ils en gardent sur le coude pour après, forcément. Et si Sony ne bousille pas tout et laisse Marvel s'occuper soigneusement de l'évolution du personnage, on devrait voir un Peter ado, héros débutant, prenant confiance et expérience au fur et à mesure des années et des films. Et ça, c'est chouette. Pour finir, les pièges évidents ont été soigneusement évités. Tony Stark, malgré son omniprésence dans les bandes annonces, est en fait très peu présent, laissant le champ libre pour notre tisseur des familles pour régler par lui-même le combat final. C'est limite l'absence de Stark qui se fait ressentir durant tout le métrage, Peter ayant été quelque peu largué seul dans la nature, suite aux événements de Civil War. Mais malgré ces courtes apparitions, le métrage n'oublie pas de continuer la progression du personnage à l'image d'un retour surprise en toute fin que je vous garderai bien au chaud. Et que dire de la dernière scène post-générique, certainement la scène la plus inutile mais également la plus jubilatoire à mes yeux qui m'a été de voir. Superbe troll aux fans, en passant. Pour conclure, un excellent Spider-Man, certainement le plus fidèle aux comics, mais si différent des précédentes adaptations qu'il faut lui laisser le temps pour nous installer cette nouvelle image du tisseur dans notre imaginaire. Mais une fois que vous l'acceptez, bon Dieu, ça vaut vraiment le coup.